Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Voyons tout de suite les titres du 20h pour ce 25 novembre. Recensement général de la population et de l'habitat 2021. Des agents recenseurs se sont rendus au domicile du chef de l'État ce matin et c'est volontiers qu'il a répondu à toutes leurs questions. Le président Alassane Ouattara s'est fait enrôler. Il appelle les populations vivant en Côte d'Ivoire à en faire de même. Direction les Émirats Arabes Unis au cours du forum économique de ce jeudi. La délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Patrick Achi n'a pas manqué de présenter les opportunités économiques qu'offre la Côte d'Ivoire avec une mise en lumière du secteur privé ivoirien. Pascal Affinguesson a toutes les cartes en main pour diriger le Front populaire ivoirien. Le fondateur du FPI, Laurent Gbagbo, est désormais à la tête du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Comment cela va-t-il impacter le FPI? Quel avenir politique pour l'ex-parti de Laurent Gbagbo? Des réponses à ces questions dans le dossier politique de ce soir. Les scientifiques sud-africains ont découvert un nouveau variant du coronavirus qui présente un nombre extrêmement élevé de mutations. Ils craignent même l'inefficacité des vaccins contre cette nouvelle forme du virus. Bienvenue dans le 20h. L'inspection générale d'État a remis officiellement son rapport d'activité au président Alassane Ouattara. Un document qui cumule les inspections et audits des structures d'État des 3 dernières années consécutives, à savoir 2018, 2019 et 2020. Fijanaïma. Veiller à la bonne gestion des affaires publiques et des ressources de l'État. C'est désormais un des axes majeurs de l'action du président de la République, Alassane Ouattara. En témoignent les récents audits des établissements publics nationaux et les limogeages de plusieurs responsables de ces structures. Voici qui montre toute l'importance que revêtait la remise au président de la République ce jeudi 25 novembre au palais présidentiel par l'inspection générale d'État de son rapport d'inspection et d'audit des services publics, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière de l'État sur les 3 années écoulées, à savoir l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020. Excellences, Monsieur le Président, les missions réalisées au cours de la période 2018 à 2020 ont permis de faire quelques constats assortis de recommandations. Je voudrais ici m'autoriser à insister sur quelques dysfonctionnements notables enregistrés. Au nombre des constats, nous pouvons notamment relever, tout d'abord, la situation de nombreux cadres occupant des postes de directeurs et chefs de service avec, surtout, 100 actes de nomination réguliers. De même, il est apparu que des membres du conseil d'administration ou des conseils de gestion ont largement dépassé les termes de leur mandat sans être renouvelés ou remplacés. Les compétences professionnelles et les diplômes du personnel des structures inspectées ou auditées sont en déphasage avec la mission des dites structures. Bien souvent, en effet, il y a plus de personnel administratif que de spécialistes dans des domaines gérés par ces sociétés ou ces EPN. Excellences, Monsieur le Président de la République, nos missions d'enquête, d'inspection et d'audit ont permis de relever que certaines structures inspectées n'ont pas les moyens humains et surtout financiers nécessaires pour mener à bien leurs activités. Se pose alors le problème de leur existence ou de leur maintien. Excellences, il est également ressorti que l'informatisation du circuit de délivrance des documents d'urbanisme et de construction, et plus particulièrement les ACD, devient une impérieuse nécessité, voire incontournable, que tout le circuit soit informatisé. Un autre dysfonctionnement important qu'il convient de relever concerne les fraudes aux procédures de contrôle technique des véhicules automobiles. En effet, près de la moitié des véhicules du parc roulant inspectés sur la période de référence ne se soumettent pas à la visite technique. Et quand ils se soumettent, souvent, c'est par des voies détournées pour obtenir les papiers. Enfin, les missions ont permis de relever dans les structures auditées des conflits de compétences et des juxtapositions de postes
faute de documents de description de postes et de profil. Félicitant l'inspection générale d'État pour le travail abattu, le président de la République Alassane Ouattara a réitéré sa détermination à faire adopter la bonne gouvernance comme règle d'éthique par ses concitoyens. Monsieur l'inspecteur général d'État, je voudrais vous féliciter, ainsi que vos collaborateurs, pour la qualité des rapports qui sanctionnent les travaux effectués à l'occasion des missions de contrôle et d'audit réalisées dans les structures publiques, les sociétés d'État et les sociétés à participation financière publique. Vous savez que l'audit et le contrôle me tiennent à cœur et surtout que je constate qu'après les importants progrès réalisés dans notre pays dans la vie socio-économique depuis 2011, nous devons promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos populations. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, j'ai longuement parlé de l'Ivoirien nouveau, la nécessité pour nous d'avoir à l'esprit et au cœur de tout faire pour mener à bien ce qui nous est confié. Et malheureusement, cela tarde à se mettre en œuvre. Tous nos indicateurs sont au vert, mais malheureusement, dans ce domaine de la bonne gouvernance, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Et j'ai demandé récemment à M. le Premier ministre d'instaurer un nouveau prix d'excellence dédié à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Ceci afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distinguent par leur intégrité. Je crois que c'est un exemple important pour notre pays et compte tenu des niveaux que nous avons pu atteindre au cours de ces dernières années. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour exhorter tous les gestionnaires de deniers publics à s'inscrire résolument dans cette dynamique. Voilà qui donne un écho supplémentaire à la lutte engagée contre la mauvaise gestion et les détournements de deniers publics en Côte d'Ivoire. C'est tolérance zéro. Et je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du gouvernement. Le lundi 22 novembre 2021, un incident est survenu à l'aéroport de Bamako avec la tentative de saisie d'un aéronef de la compagnie Air Côte d'Ivoire par M. Omar Diawara sur le fondement d'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO condamnant l'État de Côte d'Ivoire à lui payer la somme de 1,250 milliard de francs CFA en réparation de la violation de ses prétendus droits. Le gouvernement marque sa surprise devant le déroulement de tels événements. Il rassure que toutes les dispositions sont prises pour préserver les intérêts de l'État et éviter que pareilles voies de fait ne se reproduisent. Il tient par ailleurs à indiquer que M. Omar Diawara est poursuivi devant les juridictions nationales pour des faits de complicité, d'abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 15 milliards de francs CFA. Cette procédure, dont le jugement est à venir, est consécutive à une plainte de l'agent judiciaire du Trésor suite à une transaction réalisée en fraude des intérêts de l'État de Côte d'Ivoire à travers la BNI, Société d'État et BNI Gestion, société à participation publique majoritaire. C'est le lieu de préciser que M. Omar Diawara ne s'est jamais présenté devant les juridictions nationales, se prévalant d'une qualité, celle de diplomate, qu'il n'a pas. S'agissant de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO prise en violation de ses droits, le gouvernement entend user de toutes les voies de droit pour la contester. Le gouvernement met tout en œuvre pour préserver les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le respect des institutions communautaires et de ses engagements internationaux. Fait à Abidjan le 25 novembre 2021 et c'est signé Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement. On s'intéresse maintenant au recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire qui va se poursuivre jusqu'au 7 décembre prochain. Une prorogation de 9 jours a été annoncée pour mener à bien l'opération.
Il s'est fait enrôler ce matin et il vous invite tous à en faire de même. Le chef de l'État a reçu à son domicile des agents recenseurs. Alassane Ouattara a répondu à toutes leurs questions au titre donc du recensement général 2021. Il a démarré le 8 novembre dernier et les résultats vont servir, selon le président, à réévaluer le plan national de développement. Chiram Kofi Aboula. Jeudi 25 novembre 2021, il est environ 10 heures quand les agents recenseurs sont sur place à la résidence du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat pour l'année 2021. Ils sont donc venus pour procéder au recensement du chef de l'État et de son entourage. Juste après qu'il a été enrôlé, le président de la République Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour s'adresser aux populations. En les invitant à se faire enrôler, il a situé sur l'enjeu de cette opération. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je viens de me faire enrôler et je le fais maintenant parce que j'ai été en voyage, comme vous le savez. Et là, je l'ai fait et vous savez, le recensement général est très important pour notre pays. D'abord, ceci nous permettra d'avoir une idée assez précise de la population, de sa répartition sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les régions, dans les communes, dans les sous-préfectures, et également sur la base de ce recensement, nous pourrons procéder à la réévaluation du programme national de développement pour faire les investissements nécessaires en fonction de la densité de la population et nous assurer que partout nous avons tenu compte des desiderata de nos concitoyens. Donc je vous invite vraiment à vous faire recenser. C'est très important pour notre pays, c'est très important pour le gouvernement. Je vous demande personnellement de le faire parce que ceci nous permettra d'aller encore plus vite et de toucher chaque résident de notre pays sur le territoire national. Depuis le 8 novembre 2021, les agents recenseurs sont sur le terrain pour permettre aux populations sur le sol ivoirien de se faire enrôler. Cette opération nationale doit s'achever dans 3 jours, c'est-à-dire le 28 novembre prochain, mais elle est à seulement 47% aujourd'hui. Un retard dû entre autres à des réticences des populations dans certains quartiers ou auprès de communautés étrangères, également à un retard dans les paiements des primes de transport pour les agents recenseurs. Pour un meilleur résultat, la ministre du Plan et du Développement annonce alors une prorogation de l'opération jusqu'au 7 décembre prochain. Sephora Zegui. Initialement prévu s'achever le 28 novembre prochain, le processus de recensement général de la population est prorogé jusqu'au 7 décembre, soit une rallonge de 9 jours. Le bilan à quelques jours de la fin de l'opération de dénombrement montre que plusieurs ménages n'ont pas encore été visités par les agents recenseurs et des populations entières ne sont toujours pas recensées. Pour permettre à toute la population de se faire recenser, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a autorisé une période de ratissage de 9 jours. Ainsi, l'opération de dénombrement va se poursuivre au-delà du 28 novembre pour s'achever le 7 décembre 2021. Ce report fait suite à des difficultés rencontrées sur le terrain par les agents recenseurs. Nous notons la réticence de certains ménages à se faire recenser, notamment dans les quartiers huppés d'Abidjan et dans certains villages du district d'Abidjan. La réticence de certaines communautés étrangères à se faire recenser. Les difficultés d'accès à certaines localités en raison de la pluviométrie. Le paiement tardif de primes de transport et de mise en route des agents recenseurs, dû notamment à la non-stabilisation de leur liste. Et enfin, à la non-mise à disposition à temps de moyens de déplacement des agents recenseurs dans certaines localités. Sur la problématique de la sécurité relevée par les populations autour de cette opération, le porte-parole du gouvernement rassure. Les agents sont géolocalisables. Ils sont retracés. Leur parcours est retracé. Donc, il n'y a aucune inquiétude de ce point de vue.
Les tablettes sont géolocalisables. Même quand la tablette est éteinte, près de 60% donc, de nos concitoyens se sont fait recenser et ils n'ont pas eu de problème. Il n'y a pas de raison que les 40% restants n'aillent pas faire cette opération. La ministre du Plan et du Développement invite les élus locaux et les cadres de toutes les localités à sensibiliser leurs administrés. Le recensement général de la population est un outil de développement qui mérite l'adhésion de tous les Ivoiriens, mais également de celle des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les difficultés rencontrées dans le cadre de cette opération ont trouvé un dénouement heureux, selon la ministre Niale Kaba. Cette 5e opération de recensement général de la population a atteint un taux d'achèvement de 47%. Vous pouvez donc vous faire recenser jusqu'au 7 décembre prochain. Et dans la commune d'Abobo, les populations ont été sensibilisées à se mobiliser pour la réussite de l'opération. Moussa Konaté. 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les autorités de la commune d'Abobo ont bien compris l'importance de cette action de l'État. Elles sensibilisent les populations à participer activement à l'opération. Ce n'est pas des messages politiques qu'on donne. C'est des messages pour le développement. Donc moi, je pense qu'on pourrait s'appuyer sur nos religieux au cours de leur culte, au cours de donner l'information aux fidèles pour dire qu'il faut qu'ils sortent pour aller se faire recenser. Ce n'est pas de la politique, je crois que ça peut se faire. Les chefs de village, nous sommes chez vous. Donc vous aussi, vraiment, on compte sur vous. On a besoin de développement. C'est l'occasion pour nous permettre de répondre à vos préoccupations. Une initiative jugée opportune par le directeur général de l'Institut national de statistique. Je vous demande cela en tant que parent, en tant que papa, que vous puissiez mobiliser toute la population d'Abobo. L'opération étant prorogée jusqu'au 7 décembre 2021, les populations d'Abobo ont donc une occasion de se faire enrôler massivement. Le Premier ministre Patrick Achi est depuis le début de la semaine à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Le chef du gouvernement multiplie sur place les rencontres et les séances de travail en marge de la grande exposition mondiale. Ce jeudi, Patrick Achi a pris part au Forum économique ivoirien, l'occasion d'attirer les investisseurs vers la destination Côte d'Ivoire et de faire la promotion du secteur privé ivoirien. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Dubaï. La Côte d'Ivoire est à Dubaï. Le pays prend part à l'exposition mondiale qui réunit plus de 192 pays et veut en tirer le plus grand bénéfice. Nous participons à Expo Dubaï 2020 avec une ambition claire, celle de valoriser le leitmotiv suivant: construire en Côte d'Ivoire le chemin de la nouvelle Afrique. Ce jeudi, au Waffle Palm Jumeirah de Dubaï, la journée économique ivoirienne a drainé du beau monde, des investisseurs tous azimuts. Nous comptons faire des projets d'investissement, d'import, d'export et de relations touristiques entre la Pologne et la Côte d'Ivoire. Quand on voit dans l'Ouest Afrique le pays de la Côte d'Ivoire et tout ce qu'ils ont à proposer, c'est assez impressionnant. Et ça donne envie d'investir de manière plus massive. Patrick Achi rassure les investisseurs quant aux dispositions mises en œuvre par l'État pour garantir leur implantation en Côte d'Ivoire. La volonté politique impulse beaucoup de choses. Et nous avons une volonté politique que j'ai exprimée. Nous avons également défini une stratégie. C'est-à-dire nous avons identifié un certain nombre de secteurs dans lesquels nous avons des avantages comparatifs et compétitifs. Et pour cela, nous avons élaboré un code des investissements. Ce code d'investissement, pour les entreprises qui investissent dans ces secteurs-là, accorde un certain nombre de facilités. Pour renforcer son attractivité, le pays est bien engagé à relever deux défis, celui de la transformation de la gouvernance, mais surtout du développement du secteur privé. Dans tous les pays du monde, ce à quoi on assiste, c'est que les premiers marketeurs du secteur privé, c'est l'État. C'est bien l'État qui vend son secteur privé. C'est cette synergie entre l'État et le secteur privé
qu'il faut effectivement développer. Et l'État compte aller plus loin avec les champions nationaux, faire que le développement du secteur privé s'appuie sur les entrepreneurs locaux. Ces secteurs privés ne pouvaient se développer avec la rapidité que nous souhaitions que si nous donnions la possibilité à des investisseurs étrangers, émiratis ou autres, en arrivant dans le pays, de trouver des partenaires avec lesquels ils puissent travailler, qui ont la connaissance du pays, qui sont dans des secteurs qu'ils connaissent et qui, en joignant, je dirais, leurs capitaux, leurs connaissances, permettraient d'aller beaucoup plus vite. Pour cela, donc, nous allons mettre en place ce programme de champions nationaux qui va couvrir l'ensemble du territoire national, identifier secteurs stratégiques et prioritaires par secteur, quels sont les chaînons manquants dans le pays, qui sont les acteurs, qui sont les chaînons qui existent et comment nous pouvons les assister pour qu'ils deviennent plus forts et plus grands. Demain, autre temps fort de cette semaine à l'Expo Dubaï, la journée nationale de la Côte d'Ivoire au pavillon secteur mobilité, en présence de plusieurs célébrités ivoiriennes. À bientôt à Abidjan, on vous attend. Merci à tous pour votre attention. Et en plus du Premier ministre Patrick Achi, 7 ministres ivoiriens sont à Dubaï. Une véritable offensive économique que mène la Côte d'Ivoire afin de séduire les opérateurs économiques émiratis face donc aux opportunités d'investissement qu'offre le pays. Retrouvons nos envoyés spéciaux Adama Koné et Fernand Conin. Rôle bien distribué à Dubaï. Quand le Premier ministre Patrick Achi achève de présenter la vision du président Alassane Ouattara consignée dans le document Côte d'Ivoire solidaire, il passe le témoin à 4 ministres pour livrer la stratégie qui porte cette vision. Face aux investisseurs émiratis, Souleymane Diarra-Souba lève alors le voile sur 7 secteurs stratégiques. L'agro-industrie, la chimie et la plasturgie, l'industrie textile et de l'habillement, le packaging, l'emballage, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie de fabrication des pièces de rechange et d'assemblage des véhicules. L'industrie, mais aussi le tourisme qui vise 12% du produit intérieur brut contre 5,8% actuellement. C'est qu'en réalité, il faut transformer les touristes de loisirs en touristes d'affaires. Rien qu'à voir Dubaï, vous comprenez que ce sont les hôtels, ce sont les espaces de loisirs, de détente qui ont changé Dubaï. Et nous allons être le petit Dubaï d'Afrique grâce au président Ouattara. Il est important que les bailleurs de fonds déposant leurs valises en Côte d'Ivoire disposent de conditions technologiques qui les maintiennent dans leur niveau de confort. D'où la présence du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Nous faisons en sorte que l'économie digitale devienne une économie intéressante, réelle, que nous puissions garantir la transformation structurelle de notre économie grâce au digital. Le digital, c'est l'avenir, le digital, c'est la vie. À Dubaï, il a chaussé les crampons avec un maillot d'économiste, et pour cause. Alors vous nous avez vus dans un autre métier. Hier, le sport était cantonné dans l'administration du sport, dans les loisirs, dans ses passions. Mais le président veut que le sport, au-delà de sa fonction de rayonnement de notre pays, par les lauriers que nous pouvons glaner, au-delà de son sport, de sa fonction de création de bien-être et de cohésion sociale, le sport doit être source de création de richesses et d'opportunités. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités et le sport peut être aussi une rampe de lancement dans cette terre d'opportunités. Tout porte à croire que l'offensive économico-diplomatique est en marche. Vous savez que nous avons un PND 2021-2025 d'un montant de 59 000 milliards. Et nous avons beaucoup de potentialités en Côte d'Ivoire. Donc justement, le rôle aujourd'hui de nos chancelleries, c'est de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire économique. C'est de mieux faire connaître les potentialités dont dispose notre beau et grand pays, afin que les compétences étrangères viennent nous aider dans la transformation de notre économie qui est basée aujourd'hui sur l'industrialisation. À Dubaï, ce sont 1 000 milliards de francs CFA d'opportunités d'affaires que la délégation ivoirienne est allée offrir aux hommes d'affaires internationaux.
De Dubaï, nous prenons la direction d'Abuja au Nigeria. Les First Lady africaines se sont rencontrées pour la 9e Assemblée générale de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique. À l'issue des travaux, la Première Dame nigériane a été portée à la tête de l'institution et elle entend la redynamiser avec le soutien de ses pairs. Mama Traoré. Aïcha Boari est la nouvelle présidente de la mission de paix des Premières Dames du continent africain, MIPREDA. Elle a été plébiscitée par ses pairs, Première Dame, lors de la 9e Assemblée générale de la MIPREDA, qui vient de se tenir à Abuja au Nigeria. Seule candidate en lice pour cette élection, la First Lady du Nigeria dit compter sur le soutien des membres de l'organisation pour mener à bien cette mission, celle de lutter contre la pauvreté, l'insécurité, tout en œuvrant pour la paix et l'autonomisation des femmes du continent. Mon élection à ce poste est celle de toutes les femmes africaines, celle des zones rurales comme urbaines, pauvres ou riches. Ensemble, nous devrions mener un seul combat, celui du développement et de la paix sur le continent. Une dizaine d'épouses de chefs d'État africains préparent à cette 9e Assemblée générale de la MIPREDA. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est faite représenter à ses assises par Nasséné Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Autre présence notable et remarquée, celle du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Il est venu soutenir la volonté des premières dames du continent d'apporter un souffle nouveau à leur organisation. Pour ce nouveau dynamisme tant souhaité, Nasséné Touré a livré la vision de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mesdames les premières dames, au nom de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, je voudrais vous traduire toute ma fierté au regard de vos engagements respectifs sur la question cruciale de la paix sur le continent africain. Je plaide pour que les premières dames trouvent les mots et les ressources nécessaires en vue d'utiliser leur influence et leur leadership pour impacter notre continent à parvenir à une Afrique juste, égalitaire et pacifique. Cette 9e Assemblée générale a été également marquée par le lancement des travaux de construction du futur siège du secrétariat permanent de la MIPREDA à Abuja. L'édifice sera aussi composé d'un complexe hôtelier et d'un institut de formation de la paix. En clôture des travaux, les premières dames ont organisé un dîner gala en vue de récolter des fonds pour soutenir des actions de paix sur le continent. Sur la scène politique, ici, en Côte d'Ivoire, le dossier de ce jeudi vous propose un décryptage de la situation au sein du FPI, Front populaire ivoirien, de Pascal Affi-N'Guessan, et ce depuis la création du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. C'est donc une rupture définitive, mais quel impact l'avènement de ce nouveau parti politique aura-t-il sur l'avenir du FPI? Quelle sera donc la nouvelle orientation politique du FPI? Le Front populaire ivoirien, la renaissance pour la conquête du pouvoir d'État, un dossier que nous propose ce soir Moussa Konaté. Une salle du parc des sports pleine. Face à la foule de militants, un leader qui se plaît à nouveau à l'exercice de la mobilisation. Pascal Affi-N'Guessan préside le 6e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Une semaine plus tard, Laurent Gbagbo procède à la nomination des membres du secrétariat général de son nouveau parti, le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. La rupture est plus qu'effective entre les deux hommes. Les deux partis politiques poursuivent chacun son chemin. Le principal message, c'est de se mettre immédiatement au travail. Nous sommes ce que nous sommes, mais nous avançons, nous travaillons quand même. Et il nous faut reprendre nos bonnes habitudes, qui est de travailler. Cette rupture, nous ne l'avons pas désirée. Nous avons même tout fait pour l'éviter, faisant preuve de patience, de tolérance et de persévérance dans la recherche de l'unité du parti. La rupture nous a été imposée. Pascal Affi-N'Guessan, désormais seul maître à bord du navire FPI, a les mains libres. Il s'engage pour la renaissance du parti. Le FPI, à la recherche donc d'un nouveau souffle,
Issaka Sangari, le secrétaire général, se prononce sur les défis futurs. Les militants avaient une quête, la quête de l'unité. Dès lors que l'unité n'est pas advenue et qu'une partie a délibérément choisi de s'éloigner, et notamment celle dirigée par le président Laurent Gbagbo, ancien président donc de la République, donc cette force-là s'est retirée. Elle s'est retirée. Donc les militants sont restés attachés aux fondamentaux du parti. Les militants sont restés attachés aux valeurs du parti. Les militants sont restés attachés à la résilience du président Pascal Afin Guessan. Deli Mamadou, cadre du RHDP, commente ce départ nouveau du FPI avec Pascal Afin Guessan. Le FPI, c'est toute une histoire et c'est pourquoi ceux qui se reconnaissent dans cette histoire étaient dans ce palais des sports plein à craquer. Donc nous voulons féliciter le président Pascal Afin Guessan qui continue de mener la barque du FPI. Pour poursuivre son combat, le FPI pourra compter sur certains cadres qui ont décidé de rester fidèles au parti. Nous demeurons encore sereins. Il y a encore beaucoup de cadres avec nous. Il y a des anciens ministres, des anciens directeurs de société, des anciens cadres, j'allais dire, sur toute l'étendue du territoire. C'est cela aussi la vitalité d'un parti. Il n'y a vraiment rien d'acquis, il n'y a rien d'absolu. C'est un perpétuel mouvement. D'autres sortent, d'autres viennent. Je respecte le choix de tout un chacun parce que nous sommes dans un pays de démocratie. Les gens sont libres de leurs opinions. Mon travail, c'est de me battre pour que le Front populaire puisse exister. Mon travail, c'est de me battre pour que mon parti arrive au pouvoir avec Pascal Afin Guessan. Le FPI et Pascal Afin Guessan sans Laurent Gbagbo, qu'en pensent les populations? Le FPI, c'est Gbagbo Laurent d'abord. Donc là, Laurent Gbagbo, c'est le leader du FPI. Sincèrement, peut-être que ceux qui ont envie d'être affichés seront avec Papi, sinon la majorité, la grande partie sera avec Laurent Gbagbo. C'est clair. Ça, c'est pas à discuter. C'est clair. Certainement, il y a des personnes qui sont attachées particulièrement aux idéaux du FPI. Donc du coup, ils ne pourront pas tout de suite suivre le président Laurent Gbagbo. On peut juste dire qu'on a un parti qui a été secoué, qui a été éprouvé, mais un parti qui reste debout. Un parti qui montre qu'il a une forte capacité de mobilisation et qu'il a une représentation nationale certaine. Nombreux cadres du FPI ont suivi Laurent Gbagbo dans son nouveau parti, le PPACI. Mais le cas Simone Gbagbo interroge encore l'ex-première dame qui n'a rejoint officiellement aucun camp à ses jours. Je suis fondamentalement attaché au fait que dès lors que Mme Simone Gbagbo n'a pas décliné l'appel fait par le parti, elle prendra le temps de prendre sa décision. J'ai encore fortement espoir parce qu'elle reste parmi les icônes essentielles du Front populaire ivoirien. En ce qui concerne le Front populaire ivoirien, sa maison naturellement, nous espérons qu'elle rejoindra donc le parti. Dans sa nouvelle démarche, le FPI sous la conduite de Pascal Afin Guessan prône l'ouverture. Les alliances ne sont pas exclues dans son approche. Pour nous, le plus essentiel, c'est de mettre en œuvre un programme de gouvernement, une offre politique et de mettre en œuvre aussi des alliances pour pouvoir arriver à la magistrature suprême. C'est cela la finalité. Les formules d'alliance en Côte d'Ivoire ont montré que quand il s'agit des alliances, c'est un décloisonnement des idéologies. Donc tout le monde s'est allié déjà avec tout le monde. Donc, je ne sais pas qui va condamner qui. Le président Pascal Afin Guessan pourra entrevoir une alliance avec le RHDP. Et je ne crois pas que le président Alassane Ouattara soit contre cela. C'est l'homme qui ouvre les bras à tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent contribuer à la démocratie et au développement de la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien, avec Pascal Afin Guessan, s'engage résolument à la conquête du pouvoir d'État en 2025. Le parti fondé en 1982 et présent sur la scène politique depuis 1990, se relance avec comme offre politique une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère. Orientation politique, alliance politique et avenir du Front populaire ivoirien, un dossier signé Moussa Konaté. Et on reste en politique. La commune de Bongouanou met en place sa coordination Espoir RHDP. Les membres ont été officiellement présentés. Ils ont reçu leur feuille de route. Jean-Marc Djadji. Bongouanou a désormais une coordination du mouvement Espoir RHDP. Présenté aux populations, le président national du mouvement, Dominique Ngbala, rappelle l'objectif, celui de soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara. Il invite les jeunes de Bongouanou à s'unir autour du chef de l'État. Je suis venu lui dire de quitter l'inconstance pour aller dans la constance. Dit à toute la jeunesse du Boronou de s'accaparer
Alassane Ouattara pour faire avancer le pays et puis faire avancer eux-mêmes leur propre avenir. La coordination a exprimé sa gratitude au ministre des Sports, Paulin Danho, parrain du mouvement, et à tous les cadres de la localité. Beaucoup utilisent des informations pour endormir la jeunesse. Donc c'est une manière de galvaniser la jeunesse pour leur dire qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara est là pour pouvoir aider la Côte d'Ivoire et toute la jeunesse. L'installation de cette coordination communale à Bongouanou est le début d'une série dans plusieurs localités du pays. Cette investiture se tient en prélude à la grande rencontre entre le mouvement Espoir RHDP et la direction du parti. Dans l'actualité sanitaire, le coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. Certains pays connaissent même de nouvelles vagues de contamination, en plus de formes plus résistantes du virus. En Côte d'Ivoire, la riposte sanitaire se poursuit avec notamment la vaccination. Le point de ce 25 novembre. 5 nouveaux cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire aujourd'hui, 22 personnes déclarées guéries et un décès, ce qui donne un total de 61 665 cas confirmés à ce jour dans le pays. 4 305 373 doses de vaccins ont été administrées et la campagne continue. Si en Côte d'Ivoire, la vaccination est assez efficace et reste gratuite et volontaire, l'Afrique du Sud connaît un nouveau variant de Covid-19 et les scientifiques craignent déjà une résistance face au vaccin. Des mutations en chaîne et un niveau de contagiosité élevé fait craindre aux autorités sud-africaines une nouvelle vague pandémique. L'Afrique du Sud compte depuis le début de la pandémie environ 2,9 millions de cas pour 89 600 décès. Plus de 1200 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés contre une centaine au début du mois. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur rti.info. Bonsoir à tous.